1, 2, 3, 4. 2, 3. On Je s'amuse me dis comme en on plus, peut. c'est ça, je me dis qu'ils nous entendent pas, mais qu'ils voient peut-être ça défiler sur leur écran, puis ils doivent être comme wow! Ok, je vais brancher Pas de le problème. son, ok? T'es correct? Bonjour à vous et bienvenue à votre cours d'éthique et de professionnalisme. FI 3900, semaine 10. Comment allez-vous? Bienvenue à votre cours, bienvenue au podcast, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire où on prend un café ensemble. J'ai mon café. Avez-vous votre café, votre tisane, ce que vous aimez boire là, comme ça après dîner? On regarde ensemble, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On regarde ensemble le contenu du module à l'étude et on voit ensemble les quelques tâches que vous aurez à faire, ou du moins on essaie d'anticiper les tâches que vous aurez à faire pour compléter ce module. Aujourd'hui, je suis accompagné de Valérie Roberge, toujours à distance. Bonjour Valérie. Bonjour Jean-François, bonjour à tous aussi. Comment ça va? Ça va bien. Il fait Bon, soleil. il fait soleil, il neige, ça commence, il fait froid. J'ai Ouais, sorti mon gros manteau d'hiver pour marcher. Pas le choix. non, exact. Merci Valérie. Bravo à vous tous et toutes pour votre engagement renouvelé dans le cours. Donc, ça avait baissé un peu la semaine dernière. Il y avait la semaine de lecture. Il y en a plusieurs qui se sont lancés sur le podcast. J'ai vu ça. Cette semaine, bon, la présence en classe synchrone se remet à remonter. Et ça se voit aussi dans les statistiques d'engagement du cours. Donc, j'ai regardé ça un peu ce matin, là, voir la circulation, je dirais, dans ce domaine depuis les 2 dernières semaines. Puis on a vu effectivement, depuis la semaine de lecture, là, il y a un engagement renouvelé. Il y a plus de téléchargements de podcasts. Il y a plus de visites du site de l'ENA du cours. Vous êtes en feu. Bravo encore. Puis vous êtes bon, on lâche pas. Merci d'être là encore aujourd'hui. Petite plug avant d'aller plus loin. Cette semaine, nouveau podcast. Donc, je suis là-dedans, là, les podcasts. Cette semaine, mes collaborateurs et moi, nous avons lancé un nouveau podcast sur les enjeux éthiques et sociétaux de l'intelligence artificielle. Ça s'appelle IA Café. Café, parce que je me suis un peu inspiré de notre rencontre à toutes les semaines. Je me suis dit, bon, j'aime bien le ton. Puis on prend un café, puis là, je vais prendre un café avec des collaborateurs, juristes. Ève, elle est juriste. David travaille, lui, en intelligence artificielle. Fred est plus en relations industrielles, relations ressources humaines, travail. Moi, vous me connaissez en éthique. Puis on réfléchit ensemble sur les enjeux éthiques et sociétaux de l'intelligence artificielle. On reçoit autant là, des artisans, des entrepreneurs de l'intelligence artificielle que des chercheurs qui ont réfléchi aux enjeux éthiques, sociaux, moraux liés à l'intelligence artificielle. Donc, c'est ça. Ça s'adresse à vous si vous êtes des intelligences artificielles curieux. Ça vous tente d'aller voir un peu à quoi ça ressemble. Sinon, si vous êtes dans ce domaine, c'est sûr que c'est quelque chose qui peut vous intéresser. La formule, là, c'est assez simple. À chaque 2 semaines, on rencontre un artisan ou un chercheur en intelligence artificielle, puis on discute avec lui. Puis 2 semaines plus tard, on revient ensemble, on fait un debriefing de cette entrevue-là. Parce que oui, il faut rencontrer les artisans, les chercheurs, mais en même temps, on essaie de nous aussi développer notre expertise. Donc, si vous voulez voir ou assister ou entendre à quoi ça ressemble la création, la naissance d'une expertise, là, c'est ce qu'on essaie de faire. Là. Développer, nous, notre propre expertise là, à la jonction de l'intelligence artificielle et de nos champs d'expertise respectifs.
Si ça vous intéresse, ben, vous allez pouvoir le trouver sur tous vos moteurs et diffuseurs de podcasts préférés. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, nommez-les, on est partout. C'est tout. Je fais pas une scène avec ça, fait que je vous en parle parce que ça me passionne. Puis j'espère que, tant qu'à le faire, que ça soit aussi écouté. Sinon, entendu. Hey, j'avais une question pour toi avant que tu Oui. passes au prochain sujet sur ton nouveau podcast. Oui. Parce qu'on voit 4 photos, mais tu n'as pas parlé de la fille. Ben oui, j'ai dit Ève. Ève? Ève, elle est juriste. Donc, il y a ok. Ève Gaumont. J'ai manqué Ève, elle est juriste. Oui, c'est vrai, j'ai dit qu'elle était en droit. J'ai peut-être dit vite. Désolé, Ève. Elle va m'en vouloir. non, donc, j'ai fait comme j'ai manqué une personne. Ève, Merci. elle est juriste. Elle s'est ajoutée au podcast un peu plus tard dans le podcast, entre autres, parce qu'on était 3 gars, puis encore, on a 3 gars, des groupes de gars, là, on était tannés un peu. Puis j'essayais d'inviter des chercheurs, puis elle travaille en droit, intelligence artificielle. Puis pendant l'entrevue, en fait, après l'entrevue, je lui ai demandé, c'est le fun, là, mais ça te tente de faire partie de l'équipe, là, parce que juste te recevoir comme ça, elle avait beaucoup de choses à dire. Puis voilà, Ève Gaumont, vous pouvez la retrouver elle aussi sur les réseaux sociaux. Nous sommes 4, puis si ça vous passionne, il y a de la place pour d'autres personnes, là. Produire tout ça, là, ça demande du temps. Je passe beaucoup de temps par semaine là-dessus. Ça fait 0 partie de ma tâche de travail. mais c'est ça, ça nous passionne. Puis on essaie aussi de mettre un peu de temps et d'énergie dans des projets qui nous passionnent. Autre sujet, si vous permettez, donc avant d'entamer le module 10, je me dois de dire quelques mots sur les événements de ce samedi 31 octobre. Donc, vous le savez, vous avez vu les images, vous en avez entendu parler. En fait, j'espère que vous n'avez pas vu trop d'images. Un homme a tué 2 personnes ce samedi à Québec. 5 blessés s'ajoutent à tout ça. Donc, l'homme était costumé, puis a attaqué froidement et au hasard, de façon encore plus absurde, les personnes rencontrées dans le Vieux-Québec. C'est ma ville, ma belle ville de Québec. En fait, mes enfants ont grandi dans le Vieux-Québec. Depuis, on a déménagé à Sainte-Foy. Puis, l'année suivant notre déménagement, il y a eu l'attentat à la mosquée. Pas besoin de vous dire là, que les événements de la fin de semaine nous ont replongé directement dans ce genre d'état-là. On n'a pas très bien dormi. J'espère que vous avez mieux dormi que nous, là, mais disons que quand ça a commencé à faire du bruit là, sur les réseaux sociaux à 11h30, puis les enfants se mettent à poser des questions, puis on se retrouve dans le salon à écouter tout ça. Bon, vous savez comment que ça s'est terminé et tout ça. Simplement pour vous dire que mes pensées vont vers les familles des victimes, évidemment. Puis je leur transmets en notre nom, en votre nom, en mon nom personnel, nos plus sincères condoléances. Je pense aussi à ceux et celles qui, de près ou de loin, il y en a, ça finit toujours par nous toucher, là, qui souffrent de près ou de loin de ces événements tragiques. Prenez soin de vous. OK. Je m'étais dit cette semaine, cette semaine, on ne parle pas de COVID, là, on va alléger un peu l'ambiance, là. Puis, donc les événements de la fin de semaine, c'est complètement raté, disons, pour cette semaine. On va essayer de se reprendre la semaine prochaine. Mais heureusement, vous êtes là, nous sommes là, et c'est ça. J'essaie de créer ce sentiment d'être ensemble via ce petit podcast, nos petites séances synchrones, ce sentiment de classe que nous aimons tant, qui nous manque tant, cette communauté là, qui est difficile à créer à distance. J'essaie, mais c'est sûr que c'est plus simple en classe. Hein? Tu te pointes en classe, tu dis bonjour, puis on dirait que tu as une communauté. À distance, il faut faire toutes sortes de petits artifices, comme le podcast qu'on fait en ce moment, comme les enregistrements qu'on fait en ce moment. Mais au moins, on a ce petit groupe là. On est une trentaine, là, je vous sens très actif. D'ailleurs, votre cours, je vois que ça progresse très bien. Vous êtes en voie de réussite. Mais merci de créer ces petites communautés. Je dis souvent que c'est pour mes étudiants, mais confidence, c'est un peu pour moi.
Pour moi aussi. OK. Module 10 maintenant. 2 sujets principaux cette semaine, la pression d'autorité et la pression de groupe. Deux pressions, donc deux forces systématiques, deux forces organisationnelles importantes. La force exercée par l'autorité sur vous, vos collègues. La force exercée par vos collègues et semblable sur vous. Donc, deux forces. D'abord, quel est votre rapport à l'autorité? Soumission, contestation, à quoi ça ressemble? L'autorité dans l'exercice de la profession, ce sont des thèmes que nous allons aborder. Et deuxième thème, quel est votre rapport aux autres, à vos semblables? Avez-vous tendance à contester au sein d'un groupe ou au contraire à vous fondre? Quelles sont les manifestations? À quoi ça ressemble ces pressions de groupe dans l'exercice de la profession? Êtes-vous prêt à réagir à tout ça? Ce sont nos deux thèmes d'aujourd'hui. Ces pressions d'autorité, pressions de groupe font partie d'une démonstration plus large que j'avais promise au début de la session. En fait, là, je vous avais promis une démonstration là, en 5 points où je tente de vous démontrer nos failles humaines. Elles sont attendrissantes, mais nos failles humaines quand même. Nous sommes humains, nous sommes faillibles et donc nous pouvons nous mettre un peu à risque. Parmi les objets démontrés, attention, vous avez tendance à surestimer votre propre intégrité morale et conséquemment attendre à prendre plutôt des risques peut-être inutiles. On a vu ça au module 3. Attention, 2. Attention, vous avez déjà triché pour toutes sortes de bonnes et moins bonnes raisons, rappelez-vous. Et attention, vous tricherez encore et pour les mêmes raisons. C'est aussi au module 3. Troisième partie de la démonstration. Attention, votre jugement est biaisé lorsque vos intérêts personnels sont concernés. On l'a vu au dernier module, au module 9 et maintenant, module 10. 2 failles humaines que nous allons voir. 4. Attention, vous avez généralement tendance à vous plier à l'autorité, peu importe, et ça c'est important de le rajouter, peu importe ce que cette forme d'autorité tente de vous imposer. Et 5. Attention, vous adoptez... Attention, j'arrête pas de dire attention. Attention, vous adoptez généralement les comportements de vos collègues, peu importe que c'est... peu importe, même si ces comportements contredisent vos propres valeurs et idéaux. Donc, ultimement, à la fin du cours éthique et professionnalisme, j'aimerais que vous soyez capable de reconnaître ces failles, ces 5 failles, et surtout être capable de proposer des solutions personnelles, organisationnelles, tout ça pour vous permettre d'exercer honnêtement, avec intégrité, votre profession, et cela malgré ces différentes failles là, que nous aurons vues. En fait, ça fait partie des objectifs plus généraux du cours. Pression d'autorité. Pression d'autorité, ce sera notre premier thème. Dans ce module, donc, nous allons explorer les différentes formes d'autorité. À quoi ça ressemble l'autorité, surtout là, à quoi ça ressemble l'autorité dans l'exercice de votre profession. Un patron, évidemment, là, ce sera peut-être la forme la plus archétypale. Oui, je pense que ça se conjugue comme ça. La forme la plus archétypale d'autorité. Mais il y en aura d'autres, là, c'est-à-dire le droit, c'est une forme d'autorité. La morale, le marché, l'économie, la santé publique exercent une certaine forme d'autorité. Votre code de profession exerce une forme d'autorité. Votre prof, exerce une certaine forme d'autorité. Et un parent, ça peut prendre différentes formes, là, mais c'est une réflexion là, qui réfléchit à ces différentes formes d'autorité, mais surtout à l'influence de ces différentes formes d'autorité sur ce que vous êtes et sur ce que vous faites. Les questions qui seront posées dans ce module, c'est des questions qui vous plongent au cœur de ce que vous êtes intimement,
vos réflexes, vos habitudes. Quel est votre rapport à l'autorité? Avez-vous tendance à vous soumettre à l'autorité? Êtes-vous capable de défier l'autorité? Ah oui, quand avez-vous défié l'autorité? Par vos parents, tiens, peut-être, là. Comment vous êtes pris? Êtes-vous habile pour défier l'autorité? Est-ce qu'il y a des bonnes raisons de se soumettre? Est-ce qu'il y a de bonnes raisons de contester les différentes formes d'autorité? Ce sera les thèmes que nous aborderons aujourd'hui. Au cœur de cette première partie du cours, il y a, j'ai préparé pour vous une expérience pédagogique, là, vous le verrez dans l'enregistrement de cours. C'est un enregistrement c'est une expérience qui vous plonge au cœur de l'expérience humaine de l'autorité et de la soumission, surtout à l'autorité. C'est un demi-cours qui tournera autour des expériences de Milgram. Donc, je présume que peut-être que vous avez entendu parler des expériences de Milgram. Sinon, ben, ce sera une très bonne première pour vous là, parce qu'elles sont quand même importantes, ces expériences-là, pour penser et concevoir nos rapports à l'autorité. Pour ceux qui ne connaissent peut-être mal les expériences de Milgram, vous verrez, c'est des expériences fascinantes qui... en fait, c'est l'idée que plusieurs d'entre nous, là, on se dit libre, résistant ou insoumis à l'autorité. Or, les travaux de Milgram, en fait, Milgram, lui, son idée, c'était plutôt, tu ne demandes pas à la personne, c'est ça qu'il disait en entrevue, tu ne lui demandes pas si elle sait nager, là, tu la lances à l'eau puis tu lui dis nage. Parce qu'il y a une différence des fois entre ce qu'on dit, ce qu'on pense, puis en même temps, lorsqu'on est vraiment plongé dans le bain, des fois les réactions sont plutôt décevantes, sinon problématiques. Donc, Milgram, avec cette expérimentation, il nous jette à l'eau dans une expérience où il y a une personne qui incarne une forme d'autorité. Elle a un beau sarrau blanc, elle incarne l'autorité, je dirais, de la science. Et cette personne-là vous demande, ou nous demande, nous, participants à cette recherche, de donner des décharges électriques à d'autres personnes pour qu'elles apprennent plus vite. Donc, ça, c'est la formulation de départ, mais vous l'avez compris, là, c'était plutôt de donner des décharges électriques, oui, mais surtout de voir à quel point vous et moi, nous sommes prêts à donner des décharges électriques lorsqu'une personne en position d'autorité nous demande de donner des décharges électriques. Ça semble absurde, peut-être, puis justement, c'est absurde, mais malgré l'absurdité du geste, vous verrez pourquoi une personne en sarrau blanc, comment une personne en sarrau blanc qui incarne une forme d'autorité peut vous induire des comportements qui ne correspondent pas du tout à ce que vous êtes. Hein. Vous l'avez compris. C'est une fausse expérimentation scientifique. En fait, c'est une vraie expérimentation scientifique, mais le but, ce n'est pas de voir si l'électricité augmente les capacités d'apprentissage, là, mais c'est plutôt d'évaluer notre capacité humaine à se soumettre à l'autorité. Donc, ça permet même d'avoir une gradation de notre soumission à l'autorité là, en fonction du voltage qu'on est prêt à donner à une personne. Et pourquoi? Ben parce que la personne en position d'autorité nous demande plutôt de le faire. Alors, vous allez voir, les résultats sont troublants. 2 personnes sur 3 sont prêtes à faire n'importe quoi, si la personne en position d'autorité lui demande de le faire, y compris de faire souffrir une autre personne. Hein, je ne pense pas qu'il y en a un ici là, qui va se dire « Ah oui, moi, dans mes valeurs, là, j'aimerais bien ça faire souffrir une personne. » Mais non, 100% pro-dignité humaine, non, on ne fait pas souffrir des gens. Mais si on vous plonge dans un tel contexte, dans un tel processus expérimental, ben, les expériences de Milgram démontrent que vous allez donner des décharges électriques, même si ça va à l'encontre de vos propres valeurs. Les expériences de Milgram, en fait, nous rappellent cette réalité, hein, parfois troublante. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre ce que nous aimerions faire, et ça, c'est vrai, là, ça a été répété à quelques reprises dans le cours, il y a une différence entre ce qu'on aimerait faire, hein, les idéaux que nous partageons, nos valeurs, et ce que nous faisons.
Hein? Il y a une différence entre notre conception idéalisée, Freud dirait notre surmoi, là, entre notre surmoi puis votre moi, là, puis le ça, là, tiens, les différences, les distances peuvent être importantes et parfois désolantes. Hein? C'est important de vous rappeler tout ça dans un contexte où plusieurs formes d'autorité peuvent parfois vous demander de poser des gestes qui s'éloignent de vos idéaux et de vos valeurs. Et là, ici, c'est important de réfléchir non seulement à ce que vous aimeriez faire, mais ce que vous faites. Puis ce que vous faites, les expériences de Milgram vont vous aider un peu à cerner à quoi ça ressemble, que fait un humain lorsqu'il est soumis à des pressions d'autorité. Milgram vous disait, on les lance à l'eau. On ne leur demande pas s'ils savent nager, on les jette à l'eau et on leur dit nage. Ben désolé, mais vous allez le voir, mauvaise nouvelle. Plusieurs vont se noyer. OK? Plusieurs vont se noyer. Les expériences disent que, en fait, l'expérience, vous allez voir, il y en a eu plusieurs, là, mais dans le cours, on en voit une version. Environ 2 personnes sur 3 dans le contexte qui sera décrit dans ce cours, vont donner des décharges électriques là, qui vont jusqu'à 450 volts. 450 volts. Donc, si vous ne savez pas, là, vous avez déjà mis les 2 doigts dans une prise à 110 volts, là, vous avez vu que ça réveille pas mal plus que mon café ce midi. Là. Donc, 450 volts. Voilà. Hein, nous, on se dit résistant à l'autorité, on se dit libre, on se dit insoumis. Nous le croyons, hein, très sincèrement. Je fais partie du lot. Or, rappelons-le, seulement une personne sur 3 est foncièrement capable de résister aux différentes formes d'autorité qui exercent pression sur lui. Une personne sur 3, peut-être. Et cette personne insoumise, est-ce que c'est suffisant dans l'exercice de votre profession? Ou parfois, les pressions d'autorité sont importantes, ou parfois, vous devrez dire non à un patron, à un client, à des impératifs économiques, qui sait. Parfois, vous devrez dire non. En aurez-vous la force? C'est à voir. Attention, tiens, nous dit Milgram, nos convictions, je pense que c'est important d'y réfléchir, nos convictions ne se transforment pas nécessairement en action. Hein? On a des convictions, mais est-ce qu'on est capable de les transformer nécessairement en action? C'est à voir. Hein? Vous avez beau avoir de grands idéaux, de grandes valeurs, si vous êtes en présence d'une figure d'autorité qui conteste justement ces valeurs et idéaux, puis qui vous demande de poser un geste qui s'éloigne de vos valeurs et idéaux, ben une grande majorité risque de le faire. 2 sur 3. Solution inefficace. Donc, si vous trouvez des pistes de solution inefficace, ce serait de se dire c'est pas grave, moi j'ai confiance en moi, puis je suis résistant à l'autorité, puis je vais dire non lorsqu'on me demandera de poser ce geste-là qui s'éloigne de mes valeurs et idéaux. C'est charmant, mais 2 personnes sur 3, ça ne fonctionnera pas. Hein? Désolé de vous le dire comme ça. Les solutions efficaces qu'on verra dans le cours, je vous en nomme 2. Évitez, d'une part, les formes d'autorité que vous savez néfastes. Hein? Un mauvais boss, là. Courez. C'est pas bon. Si vous voyez qu'il pose des gestes, qu'il commence à demander des gestes autour de vous qui contredisent vos valeurs et idéaux, courez. Et 2, aménager des espaces, des outils structurels, institutionnels qui promeuvent justement cette liberté, cette indépendance face à l'autorité. Hein, lorsqu'on a vu au module 8 le code des professions, comment tout ça s'articulait, le conflit de loyauté, là, c'est justement ce à quoi ça sert. Vous donner des outils pour être capable de poser ce geste difficile qu'est celui de s'opposer à différentes formes d'autorité. Hein, on vous donne des outils juridiques, jurisprudentiels, normatifs. Tout ça, c'est fait. La structure du système professionnel est là, notamment pour vous permettre de rendre plus aisé ce geste difficile.
Ce module, donc, il aborde votre rapport à l'autorité lorsque vous exercez, entre autres, un rôle de subalterne. Donc, comment vous réagissez face à une pression de l'autorité, une pression externe sur vous de cette autorité, comment vous pliez ou non, comment vous résistez peut-être à ces différentes formes d'autorité. Mais attention aussi, ce module aborde peut-être plus en complément, je dirais, l'autorité, nos failles humaines aussi, mais lorsque vous êtes en position d'autorité. Hein, plusieurs d'entre vous, vous allez exercer des rôles de cadre, de gestionnaire. Ben justement, il faut réfléchir aussi à l'exercice de l'autorité. Comment agir avec ce pouvoir d'autorité de façon responsable. Hein, surtout que vous le saurez là, désormais, là, les personnes, vous le savez, en fait, à la fin du module, vous le saurez, les personnes qui sont ou qui seront sous votre autorité exécuteront très majoritairement tout ce que vous leur demandez de faire. Tout. Tout ce qui semble vous plaire même, et contredisant même leurs propres idéaux, leurs propres volontés, leurs propres valeurs, leurs propres désirs. Donc, ça fait partie des réflexions là, qui... L'autre version là, de l'autorité, l'autorité exercée sur vous, mais aussi l'autorité que vous exercerez avec respect et prudence. Ce sera les injonctions et les conseils que nous allons vous fournir dans cette première partie du module. OK, deuxième partie, pression de groupe. Donc, pression d'autorité d'une part et maintenant, pression de groupe. Dans cette partie du module, dans cette deuxième partie du module, nous allons explorer une autre faille humaine, notre tendance à faire comme tout le monde, hein, faire comme tous les autres, notre tendance à nous conformer au comportement attendu du groupe, notre tendance à nous fondre au groupe. Hein, nous sommes des êtres sociaux. Nous le ressentons peut-être avec plus de force et d'intensité ces temps-ci. Là, avec les Zooms, là, on voit bien qu'on a besoin des rapports sociaux peut-être plus intenses et intimes que tout ça. Mais voilà, des rapports sociaux, besoin des autres, c'est essentiel à ce que nous sommes, hein, l'idée que nous sommes, l'homme est un être, l'être humain est un être social. Or, sachez-le, cette force peut poser là aussi problème. Hein. C'est une force, cette force sociale, mais ça peut poser problème dans un contexte où justement, parfois, vous, dans l'exercice de votre profession, on vous demandera de rester justement un peu à l'écart des autres, de ne pas nécessairement vous conformer à la majorité, à l'opinion du nombre, à la force, parfois contester la force du groupe. Hein? Comment réagissez-vous à cette pression du nombre? Comment réagissez-vous à votre groupe d'amis? Quelle place occupez-vous dans votre groupe d'amis? Comment réagissez-vous aux pressions des collègues de travail? Comment vous comportez-vous sur les réseaux sociaux? Tiens, ça fait partie des réflexions qu'on va avoir dans ce module. Êtes-vous influençable? Est-ce que vous avez plutôt tendance à vous taire lorsque le consensus s'en va dans une direction, puis vous avez l'impression que ça s'en va dans le mur, mais vous avez plutôt tendance à vous taire? Êtes-vous capable de défier justement les consensus de vos groupes? Êtes-vous capable de convaincre? Tiens, c'est pas tout de contester. Là, êtes-vous capable de convaincre un groupe qui s'en va à la dérive, de changer de direction? Hein? Dans l'exercice de votre profession, parfois, ce sera nécessaire. Pas juste s'opposer, mais en plus, convaincre. Donc, aller contredire le groupe et le consensus du groupe et ensuite les convaincre d'aller dans une autre direction. Ça fait partie des défis qui vous attendent dans l'exercice de votre profession. Donc, dans cette partie du module, nous allons explorer ce que nous allons nommer la pensée de groupe. Donc, c'est cette tendance humaine. C'est comme ça qu'on nomme la pensée de groupe depuis les travaux de Irving Janis que nous allons voir dans ce cours.
Donc, c'est cette tendance là, humaine à partager, que nous partageons tous, tiens, qui nous invite à nous fondre au consensus, à nous cacher derrière la force du groupe, peu importe ce que fait ce groupe, peu importe ce qu'il dit, intimidé peut-être, l'êtes-vous, par la force du nombre. Cette réflexion est importante, hein, puis je me permets de faire des liens avec l'exercice de votre profession. Vous aurez à exercer un rôle et un rôle important où vous aurez souvent souvent, je ne vous le souhaite pas, mais parfois à contester le groupe, contester des opinions majoritaires. Vous savez, une table de discussion où on prend des décisions, puis à la fin, il y a 9 personnes sur 10 qui prennent une décision, qui s'en vont dans une direction. C'est possible de contester. On n'est pas dans une démocratie. Ce n'est pas parce que c'est 9 personnes qui votent que nécessairement ils ont raison. Hein? Donc, parfois, ce sera nécessaire de vous y opposer, hein? Défendre certaines valeurs contre cette valeur qui est celle de cette pensée de groupe. Là. L'idée que le groupe a raison, la majorité aurait raison, le consensus ne peut pas se tromper. Au contraire, parfois, il faut s'y opposer. Au nom de quoi? Bien, au nom de ce que vous êtes, là, c'est-à-dire au nom de la science, au nom des faits, au nom de la raison, au nom des normes que maintenant vous connaissez plus. Mais au nom de tout ça, peu importe le nombre de personnes, si ce nombre-là s'en va dans une direction qui nie les faits, la science, les lois, les normes, sinon la raison, ben ça prend quelqu'un autour de la table pour dire non. Ben non, ça n'a pas d'allure ce qui se passe là. Donc, nous allons explorer dans ce module toutes sortes des biais psychosociaux. Nous allons voir les différents symptômes que Irving Janis nomme comme étant les symptômes de la pensée de groupe. Il y en a plusieurs, là, je me permets de les lister ici. Surestimation du groupe. Lorsque vous prenez des décisions en groupe, là, Janis nous dit, faites attention, là, ces décisions-là en groupe, ça peut être parfois fructueux, mais ça peut aussi mener à certaines catastrophes. Il y a certains symptômes qu'il faut surveiller. Le groupe, attention, là, le groupe a tendance à se surestimer. Hein? Le groupe a tendance à se sentir un peu plus compétent qu'il l'est. On l'a déjà vu individuellement, mais le groupe aussi a tendance à surestimer aussi ses capacités. La croyance en la moralité inhérente du groupe. C'est-à-dire que notre groupe, pensez à ce qui se passe sur là, ici, tout ce que je vais vous lister, faites des liens avec les réseaux sociaux. Il y a plusieurs symptômes que vous allez voir à l'œuvre. Deuxième symptôme, la croyance en la moralité inhérente du groupe, c'est l'idée que notre groupe se sent plus moral que les autres groupes. 3, fermeture d'esprit. Donc, il y a deux symptômes liés à la fermeture d'esprit. Rationalisation. Là, ici, c'est l'idée d'utiliser à tort, pas d'utiliser de façon trompeuse la raison. Allez, on va voir dans ce bout-là du module les différents arguments irrationnels, fallacieux, parfois frauduleux. Donc, comment on instrumentalise une apparence de raison pour essayer de nous convaincre. Toujours dans la fermeture d'esprit, stéréotype à l'égard d'autrui, celui-là, il est fort, c'est notre tendance à attribuer des qualités aux membres de notre groupe et des défauts à ceux et celles qui sont à l'extérieur du groupe. C'est troisième catégorie, renforcement du conformisme. Donc, il y a une certaine conformité, là. Les symptômes sont là pour s'assurer que le groupe soit cohérent, qu'il se dirige toujours dans la même direction sans trop d'irritants. Donc, renforcement du conformisme, il y a d'abord l'autocensure, hein, notre tendance à nous taire lorsque nous pensons dévier du consensus. Donc, vous êtes autour de la table, puis là, vous voyez que le consensus s'en va dans une direction, puis vous avez tendance à faire « Ouais, mais tu sais quoi, je dirais rien. Ils ont l'air partis dans une direction, là, donc on va les laisser aller comme ça. » Pression directe. C'est l'autre symptôme, notre tendance à tenter de faire taire ceux qui veulent nous faire dévier du consensus. Donc, c'est la même table de discussion. Au lieu de vous opposer, c'est une autre personne au bout de la table qui s'oppose
pour de très bonnes raisons. Puis tout à coup, ouais, mais en même temps, on est 9, là, donc tais-toi donc. On veut finir la réunion, là, ça peut finir vite, cette réunion-là. Cette illusion d'unanimité, notre tendance à croire qu'il y a consensus, alors que nous sommes conscients que certaines personnes autour de la table ont décidé de se taire. Hein? Donc, si on reconnaît les deux premiers, là, il y a une espèce d'illusion d'unanimité. Vous êtes peut-être convaincu qu'autour de la table, il y en a qui se sont tus justement parce qu'ils avaient des oppositions. Ils ont senti que le consensus s'en allait dans une direction et décidé de se taire, ou peut-être que vous-même, vous êtes tus. Donc, voilà. Illusion d'unanimité. Et enfin, uniformisation par les gardes de l'esprit. Ça, je dirais que c'est une désignation assez originale de Irving Janis là, pour parler de garde de l'esprit. Mais faites le lien peut-être avec les algorithmes, par exemple, que vous voyez sur les réseaux sociaux, là, c'est des outils instrumentaux, organisationnels qui sont là pour tranquillement nous protéger justement d'opinions qui pourraient nous contredire, mettre à l'écart des personnes qui pourraient contester le consensus au sein de notre groupe. Donc ça fait partie des manifestations là, de ce 8e symptôme de Janis, l'uniformisation par les gardes de l'esprit. Donc, 8 symptômes listés par Janis. Je vous invite à aller voir la description que j'en fais dans l'enregistrement de cours. Dans ce cours, on va voir plusieurs autres biais, des biais psychosociaux, le biais de conformisme là, qui, lui, a bien été documenté, c'est-à-dire le bandwagon, notre tendance à faire ce que la majorité fait. Pourquoi? Mais parce que la majorité le fait. Les autres types de biais, on va voir les biais, l'effet de contraste, l'effet d'assimilation, là, c'est les biais, on le voit bien en ce moment là, avec le racisme, le débat autour du racisme systémique. Le biais, on l'appelle le biais d'accentuation intercatégorielle, c'est-à-dire notre tendance à surestimer les différences entre les individus qui appartiennent à un groupe des autres individus qui appartiennent à un autre groupe. Donc, c'est la façon très générale de... Par exemple, là, on a tendance à surestimer les différences entre les étudiants de l'Université Laval puis de l'Université de Sherbrooke. Là, puis, oui, l'Université de Sherbrooke, ils ont des stages, puis l'Université Laval, ils ont des stages aussi. Là, donc, mais on a tendance à accentuer les différences, à surestimer les différences intercatégorielles. C'est comme ça que le biais d'accentuation intercatégorielle et les biais d'homogénéisation intracatégorielle, c'est-à-dire notre tendance à surestimer des ressemblances à l'intérieur des membres d'un groupe, puis à avoir, donc à identifier, nous sommes tous pareils au sein de notre groupe, tendance à surestimer, à identifier des traits qui seraient communs à l'intérieur. Pensez à votre TP2, là. Donc, vous avez l'impression que vous avez tous les mêmes valeurs, la même façon de concevoir le problème que vous êtes en train de résoudre. Peut-être, mais gageons qu'il y a peut-être un petit biais qui est là. Gageons qu'il y a peut-être quelqu'un au sein même de votre équipe qui aurait peut-être tendance à s'y opposer, qui n'est pas nécessairement d'accord avec la décision consensuelle, mais qui va décider de se taire pour les raisons qu'on a vues un peu plus tôt. Alors, on va voir aussi dans ce module 10 certains problèmes organisationnels qui sont liés d'une certaine façon à cette pensée de groupe. Pensons aux différents problèmes ça reste des problèmes importants, les problèmes de santé mentale, santé psychologique de ceux et celles qui osent courageusement, qui osent, souvent pour de très bonnes raisons, qui osent dénoncer des pratiques ou qui osent dénoncer des comportements au sein d'un groupe. Des personnes souvent seules qui osent contester au nom de la science, au nom de la loi, au nom de la raison, mais qui seuls osent contester les comportements et agissements du groupe. On les appelle souvent les whistleblowers, en français on dit les tireurs de sonnettes d'alarme. Le sort qu'on réserve à ces tireurs de sonnettes d'alarme, il est assez désolant. Le sort qu'on réserve à nos
nos Karen Duhamel, tiens, qu'on a vu dans ce cours, le sort qu'on réserve à nos Edward, j'ai dit ça avec un bel accent, qu'on réserve à nos Edward Snowden dans ce monde, le sort qu'on leur réserve n'est pas très glorieux. Hein, des personnes qui tirent la sonnette d'alarme. Quel est votre rapport à ceux qui tirent cette sonnette d'alarme? Dans quelle équipe vous êtes là, habituellement? Là? C'est un exercice auto-réflexif. Là. Êtes-vous de ceux qui défendent ce collègue qui pose une question dérangeante? Hein? Donc, il est autour de la table, puis « Ah, tu as bien raison de poser cette question-là. Tu contestes les comportements, puis tu contestes nos agissements, puis tu as bien raison de le dire, puis de contester notre façon de faire. C'est vrai qu'on se trompe. » Ou êtes-vous plutôt de ceux qui rappellent à l'ordre ce collègue? Hein, ceux qui lui font sentir qu'il dérange, ultimement qu'il doit se taire, qu'il est très peu de choses, lui, pour contester le comportement de tout un groupe. Hein, t'es qui, toi, pour dire qu'on se trompe depuis toutes ces années-là? Ben non, ça prend parfois cette personne-là pour poser la question un peu plus dérangeante. Ça ressemble à ça, la pensée de groupe à l'œuvre. Donc, 2 sujets principaux pour ce cours. Pression d'autorité et pression de groupe. 2 forces importantes, cruciales, qui peuvent vous éloigner. Je pense que c'est la leçon à retenir. 2 forces qui peuvent vous éloigner de vos propres valeurs, de vos propres idéaux, des valeurs et idéaux de votre profession aussi. À la fin, ce sont des fois le cumul de toutes ces petites failles humaines qui nous éloignent de nos propres idéaux et valeurs. Donc, si vous faites bien votre boulot dans ce module, bien, vous allez atteindre les objectifs du module 10. Je vous rappelle, elles sont là à l'écran. Je ne les listerai pas ici à l'audio pour rien. Vous connaissez maintenant la procédure. Il y a des objectifs. On guide notre étude en fonction des objectifs et éventuellement, gageons-le, il y aura des questions à l'examen pour voir si vous avez atteint ou non ces objectifs. Dans le module 10, je vous invite aussi peut-être à... Je vois que dans les statistiques, là, que les contenus d'enrichissement ne sont pas toujours... attirent pas toujours beaucoup de clics. Mais c'est pas grave, là, c'est fait pour enrichir. Mais je vous invite à aller voir notamment cette semaine l'épisode de Mindfield que j'ai mis en ligne. Là. C'est la saison 2, épisode 5, où justement on constate combien il est difficile de poser un geste. Là, vous allez voir, là, la personne pose un geste. Elle a été formée à poser un geste moral quelconque. Là, je vous laisse des surprises. Elle a été formée, elle serait compétente et vous allez voir toute la force que ça exige pour poser ce geste moral cohérent avec ses valeurs, mais qui est un peu contesté par le groupe autour d'elle. Donc, vous allez voir là, la force que ça prend pour poser un geste cohérent avec vos propres valeurs, mais un geste qui peut-être vous met à l'écart du groupe. Sinon, vous n'attirez pas nécessairement les faveurs de l'autorité en place. Un geste, dit-on dans l'épisode, presque super-héroïque, et je suis tout à fait d'accord avec ce constat-là. Du moins, ça rejoint certains thèmes du cours. Donc, c'est ce qui vous attend dans ce module 10. Quelques rappels sur les dates importantes. 22 novembre, remise du TP2. Dans 19 jours. 19 jours, c'est combien de samedis et dimanches? C'est 3 samedis. C'est 3 dimanches. J'aime ça le formuler comme ça. Et puisque vous aimez ça, l'examen s'en vient. Ce sera le 1er décembre. Dans 28 jours, Valérie, ça s'en vient. Donc, prévu le 1er décembre. Dans 28 jours, combien de samedis et dimanches? 4 samedis. Et 4 dimanches pour étudier le contenu de cet examen ou sinon pour compléter les différents modules qui sont à l'affiche dans ce cours. Hein? Ça va vite, 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 vite. Winter is coming, les amis. L'hiver approche, indeed. OK. Ce sera tout pour cette semaine. Merci d'être là. Merci d'être là chaque semaine. Merci à Valérie de m'avoir encore une fois
accompagner avant et après. Là, on a toujours une petite période de questions après l'enregistrement. Merci d'avoir été là, Valérie. Mais merci à toi. Merci à vous aussi d'être là. Souhaitons-nous cette semaine un peu plus de paix et de tranquillité cette semaine. Et on se revoit la semaine prochaine pour prendre un nouveau café ensemble. Et d'ici là, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Allez, bye bye.